cette idée d'Orsal Est vient d'un constat à la fois géographique et puis aussi une opportunité liée à l'arrivée du métro du Grand Paris Express, puisque très vite est apparue une ligne qui pouvait relier Noisy-Champs, enfin Noisy-le-Grand, Champs-sur-Marne, jusqu'à Aulnay. Et il se trouve que dans cette structure géographique, il y a des quartiers sensibles. Et ces quartiers sensibles, ils ont été toujours considérés comme étant à la marge des villes. Et jamais comme étant de la ville elle-même. Et qu'est-ce qui fait la ville? C'est plutôt le fait qu'il y ait des habitants, avant tout. Qu'il y ait une géographie pour les recevoir, et puis après qu'il y ait bien sûr de l'activité économique, plus c'est ville, plus il y en a, etc. Et quand on regarde ce territoire, qu'on voit sa cohérence géographique, partant de Champs-sur-Marne jusqu'à Aulnay, c'est un peu ce que j'ai pris comme exemple, mais on peut aller au-delà. Enfin, donc quand on voit cette partie-là, où les habitants se sentent loin de tout, où malgré tout ils revendiquent, lorsqu'on les interroge, le droit à avoir des centres-villes, qui est quand même une revendication très, très particulière, quoi, et très élaborée au fond. Ils revendiquent d'avoir des transports en commun. On s'aperçoit bien sûr dans ce cas-là que la question du transport, c'est pas uniquement une question technique, c'est une question d'adéquation entre la technique et le territoire. Et le territoire, c'est les hommes. Pour vous, le centre-ville ici, c'est où? Nous, le centre-ville, normalement, c'est à Aulnay, gare d'Aulnay. Et on est à la frontière entre Aulnay, là on est à Aulnay. Vous marchez un petit quart d'heure, vous êtes à Sevran. Nous, notre boulot en tant qu'urbaniste, c'est pas de résoudre tous les maux de ces quartiers en termes de sécurité, d'emploi, etc. C'est juste à un moment donné de poser les bases spatiales pour pouvoir accueillir des initiatives, pour pouvoir donner la possibilité aux gens de vivre dans une ville normale. Et le premier constat qui nous a frappé, c'est que ce territoire, on appelait ça des plaques, il est morcelé tout simplement. Et alors on a des tissus pavillonnaires de petits propriétaires qui constituent une plaque indépendante, et puis on a les grands ensembles et on a des morceaux de zones d'activité. Et tous ces morceaux, toutes ces plaques sont toutes collées les unes les autres, mais il n'y a aucun lien entre ces plaques, elles fonctionnent de manière complètement autonome. Pour illustrer en fait notre projet, on a choisi quelques points de vue dans les quartiers et on a vu qu'il y avait une possibilité de créer un réseau en fait qui viendrait traverser les quartiers et donc donner la possibilité à la fois de mieux se déplacer au sein de la ville, mais aussi de faire venir d'autres personnes qui ne viendraient pas forcément ici de prime abord dans ces quartiers-là. Donc l'idée, c'est à un moment donné d'associer les gens, même s'ils ne se côtoient pas forcément, c'est que là, ils peuvent par une activité, par un espace qui leur donne cette possibilité-là, se rencontrer et donc vivre autrement dans le milieu qui nous entoure et pas forcément dans la peur de l'autre, mais essayer d'aller plutôt au contraire à la rencontre. La ville, j'ai toujours perçu juste comme un espace de contrainte, soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue de la sécurité. Enfin, on est toujours sur nos gardes. Un peu quand on est dans la banlieue, on est toujours obligé d'adopter plus ou moins un comportement, un regard, une démarche. C'est des codes qu'on connaît. Donc du coup, c'est pour ça qu'on reconnaît tout de suite quelqu'un qui ne vient pas de la banlieue. Il a une manière de regarder qui n'est pas la même, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on tue toutes les personnes qui... C'est juste qu'on sait que du coup, cette personne-là est étrangère à cet espace. Pour moi, surtout venant du Liban, un endroit où les logements sociaux ça n'existe pas, où cet urbanisme n'existe tout simplement pas, les bars et les tours, c'était quelque chose de vraiment mais totalement étranger même à mon imaginaire, quoi. Et quand j'avoue que quand j'ai commencé à travailler, enfin quand j'ai visité ces grands ensembles pour la première fois, la première chose que je me suis dit, surtout aussi venant d'un pays où l'urbain est quand même très vivant, il y a beaucoup de permissivité,
Enfin, je me disais, non mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête un peu? Enfin, c'est tellement... l'élément humain a tellement été ignoré dans ces projets que ça en est obscène. Au fond, on est en présence d'une matière humaine absolument exceptionnelle. Je ne sais pas, 53 habitants, 53 nationalités différentes dans une cage d'escalier à Clichy-sous-Bois. C'est bien sûr un problème, mais c'est aussi quelque chose de très positif. Donc tout ceci, ça montre bien que simplement, il faut s'en occuper de ces lieux. Des lieux comme ceci deviennent très symboliques pour les habitants et ils deviennent des repères. Et donc le Galion, c'est un lieu qui, malgré tous ses dysfonctionnements, son insalubrité, etc., c'est un lieu qui quand même attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de pratiques qui se sont inscrites finalement dans ce lieu, surtout dans un territoire où il y a peu d'endroits qui ont pu être des accroches pour des pratiques. Et c'est vrai que quelque part, le fait de démolir ce bâtiment, malgré tous ces problèmes, c'est dommage parce que ça va effacer, ça va retirer de la vie des gens un lieu qu'ils pratiquaient. La démolition ne vaut jamais la transformation. Parce que la transformation, ça veut dire que vous gardez des acquis. Vous ne recommencez pas de zéro. C'est très difficile de faire de l'urbanisme sur une page blanche, quoi. C'est des violents. Cette nuit à Clichy-sous-Bois. L'image qu'on a à la base, c'est ce qu'on a pu voir dans les médias, donc stigmatiser sur les grands ensembles et les problèmes de ces banlieues-là. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, c'est un peu insoupçonné. Il y a des bourgs, les centres-bourgs anciens avec un patrimoine historique. Il y a ces grands espaces de nature, il y a toute cette agriculture autour. Et aussi énormément de quartiers pavillonnaires qui représentent même plus de la moitié du... Oui, c'est la majorité du bâti, c'est du pavillonnaire, voilà, finalement. c'est ça. Derrière nous, là, on a un bel exemple en fait justement de la composition de ce territoire. On a au premier plan la zone d'activité. Derrière, on a la zone pavillonnaire et puis en arrière-plan, on a un quartier de grands ensembles. Et on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de mélange entre toutes ces formations. C'est-à-dire que c'est 1 plus 1 plus 1, mais il n'y a pas à un moment donné, la question des porosités entre ces quartiers-là, etc. Les grands ensembles, ça répond à une question de quantité. À un pays qui sort de la guerre et qui reçoit pas mal de gens qui viennent d'Afrique du Nord, etc., au moment des indépendances. Et au fond, on met en place un système incroyable pour produire les 500 000 logements qu'on aimerait tellement produire actuellement par an dans notre pays et qu'on n'arrive absolument pas à produire. À l'époque, on l'a fait avec des moyens considérables du côté des entreprises et de la fabrication, des moyens de production de tous ces logements, avec une pensée à peu près nulle du côté des architectes. On voit ici en fait cette rue assez tranquille, pavillonnaire, avec les petits jardins, etc. Et on est dans une impasse alors qu'en fait on donne directement sur un des boulevards qui sépare en fait ces deux quartiers. Et on voit en arrière-plan les immeubles des Bodottes. Et pour nous, c'est véritablement une expression du peu de communication qu'il peut y avoir entre ces différents quartiers et donc ces différents habitants.
Le sentiment qu'on a eu en se baladant partout dans ces zones, c'est que c'est des plaques qui n'ont absolument aucun lien entre elles. Et du coup, on a travaillé sur ces questions de frontières et de limites pas franchissables. Par exemple, ici, il y a le parc du Saussay juste là, un hôtel ici, le parc des expositions juste ici et juste derrière une zone pavillonnaire. Et cet endroit, c'est un réservoir pour stocker les eaux de pluie. Et on voit bien qu'il n'y a absolument aucun lien entre tout ça, il y a des barrières tout autour. Il y a la francilienne qui passe juste là, qui n'est pas franchissable. Et nous, l'idée, sans avoir de grandes ambitions, l'idée c'est de dire si on pouvait créer du lien entre toutes ces plaques, il y aurait des synergies qui pourraient se créer. Et on imagine très facilement une ville beaucoup plus riche. Et des espaces comme ça, il n'y en a absolument pas dans la ville-centre et dans la ville et autour de Paris, ou très peu. Et on voit bien que c'est ça la richesse de ces espaces-là et de ces quartiers-là et des espaces, des territoires autour des grands ensembles. C'est des lieux de potentiel incroyables. On voit à quel point aussi l'urbanisme des grands ensembles, c'est un urbanisme qui a créé énormément d'espaces qui sont inutilisés et quelque part encore inutilisables, qui n'ont aucune fonction, qui sont complètement résiduels. Et donc le travail que nous avions fait sur la ville résiliente, c'était un peu de pousser la ville à tirer profit de tous ses potentiels, notamment fonciers. Et qui dit foncier dit toutes sortes d'activités ou de productions qui peuvent se dérouler dessus. C'est-à-dire tous ces espaces résiduels qui se trouvent en pied d'immeuble peuvent facilement devenir des lieux de production de nourriture, peuvent être plantés, peuvent être cultivés. Les forêts qui sont très proches peuvent être utilisées pour exploiter du bois que les gens stockeraient chez eux pour ensuite se chauffer. Les toits, les terrasses des grands ensembles, qui sont des espaces immenses, peuvent aussi être utilisés pour construire plus de logements, pour construire plus des espaces qui peuvent être occupés d'une certaine manière. Enfin, l'idée, c'est de tirer profit de tous les potentiels grands ou petits pour la production d'énergie et la production de nourriture. Et pour surtout introduire plus de permissivité dans la pratique de l'espace public. Du coup, on a essayé de montrer en fait que les différents types de tissus urbains qu'on trouvait sur ce territoire étaient à même d'évoluer, que ce soit à la fois les espaces au pied des immeubles comme les parkings, mais aussi au niveau du tissu pavillonnaire. Avoir la possibilité de le densifier, de pouvoir rajouter une pièce en plus pour accueillir l'extension de la famille ou même une petite activité commerciale, des réparateurs de voitures par exemple, ou un lieu de distribution agricole. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu créer un cadre idyllique, c'est que nous, quand on avait fait cette étude, c'était quand même le moment où la crise battait son plein et tout ça. Enfin, on a voulu vraiment partir d'un climat d'une crise à laquelle la ville et la société doivent faire face avec les moyens qu'ils ont. Et dans le cas de ces territoires, ces moyens ne sont pas très nombreux. Ce qu'il faudrait pour la ville d'Aulnay, ça serait des activités pour les jeunes. Donc là, par exemple, ils vont refaire un cinéma, parce qu'il y a un cinéma qui était à Paris-Nord qui a été enlevé depuis des années et des années. Donc là, ils vont refaire un, déjà ça c'est une bonne chose. Mais après, tout ce qui est activité, voilà, billard, bowling, parce que c'est vrai qu'Aulnay, le week-end, tu te balades dans les rues, c'est un peu mort, quoi. Il y a pratiquement personne dehors ou alors les gens prennent des voitures et vont sur Paris, dans les régions à côté, quoi, dans les alentours, quoi. Donc ouais, plus des choses comme ça en fait, plus actifs, plus pour que les jeunes puissent bouger, sortir justement des quartiers et aller voir à gauche à droite, quoi, comment ça se passe. Faire ville, c'est de dire tout ceci fait partie du même monde. Mais comme ce monde est matiné de densité urbaine et d'espaces libres, notamment beaucoup de forêts, c'est assez considérable la forêt dans l'Île-de-France, hein, on se dit qu'il y a
Une vraie question fondamentale à explorer aujourd'hui, c'est la fin de ce rapport antagoniste entre ville et nature. Et au fond, on arrive sur l'idée que tout simple, quoi, que c'est complémentaire la ville et la nature. C'est pas en opposition. Alors c'est en opposition bien sûr quand la ville vient à l'assaut de la nature ou inversement, ou que la nature vous empêche de faire. Mais au fond, si on regarde cette relation, objectivement, l'une a besoin de l'autre. Vous plantez quoi là? L'ail, maïs. Oui, ça c'est ail. Et vous habitez ici? Oui, j'ai habité dans le coin. Vous avez toujours habité ici ou? Toujours habité ici.